Bon, tout de suite, les titres de l'actualité, c'est avec Paul Satis et on commence normalement avec une perquisition menée dans la vallée de l'Arve. C'est ça, première grosse opération de ce type en Haute-Savoie, ce qu'on appelle les perquisitions administratives autorisées par l'état d'urgence. Ça s'est donc passé la nuit dernière dans la vallée de l'Arve, vous l'avez dit, près de Cluses précisément, selon le Dauphiné Libéré qui révèle cette information. Les autorités visaient un prédicateur autoproclamé qui endoctrinait dans un foyer de jeunes travailleurs. Le prédicateur en question a été assigné à résidence. Voilà, et le deuxième titre, je l'ai oublié. Eh bien, c'est le procès devant la cour d'assises du Rhône, le procès des vigiles de Carrefour. Après les dernières plaidoiries de la défense, on attend maintenant le verdict dans le courant de l'après-midi. 4 hommes sont jugés, 4 vigiles de l'hypermarché Carrefour de la Pardieu. Ils sont accusés d'avoir provoqué fin 2009 la mort d'un jeune homme de 25 ans en le plaquant et en le maintenant au sol. Une action délibérée et violente pour l'avocate générale. Même s'il n'y avait pas l'intention de tuer, elle a requis des peines de 6 à 8 ans de prison. Voilà, et puis les régionales, c'est dans très peu de temps. On nous a annoncé les résultats d'un sondage hier. Un nouveau vient de tomber. Oui, c'est un sondage IFOP cette fois pour le Progrès et qui confirme alors absolument les deux précédents. Rien n'est joué au deuxième tour de l'élection régionale. 37% d'intention de vote pour les deux rivaux, le républicain Laurent Wauquiez et le socialiste Jean-Jacques Kerane. Christophe Boudot pour le Front National à 26% ne semble pas en mesure de l'emporter, mais au premier tour, il ferait jeu égal avec le président sortant. Enfin, aucune des autres listes en présence n'est elle en mesure de passer la barre des 10% nécessaires pour se maintenir au second tour. Merci beaucoup, Paul. Tous ces titres seront donc développés dans les prochains journaux régionaux. Préparer les fondations d'un immeuble expose parfois à des surprises, surtout dans une ville qui a 2000 ans d'histoire. C'est ainsi qu'on a retrouvé plus de 600 sépultures dans le chantier d'un immeuble haut de gamme lyonnais, une nécropole située dans le 5e arrondissement de la ville, que les archéologues et les anthropologues n'ont plus que quelques semaines à explorer. Ces écoliers visitent un site exceptionnel sur le futur terrain d'une résidence de luxe. La plus grande nécropole jamais découverte à Lyon. 700 sépultures dues au Moyen-Âge. Pendant 3 jours, le chantier de fouilles a été ouvert à 10 classes du secteur. J'avais déjà vu ça dans un musée, mais c'est la première fois que je vois ça en action. J'avais jamais vu en vrai. Et alors ? J'ai bien aimé. J'ai appris qu'on mettait des gens à l'intérieur, que c'est un sarcophage égyptien. Et non. C'est un bloc romain, en réalité, gallo-romain, qui a été réutilisé en sarcophage pour enterrer un mort. Une vingtaine d'archéologues et anthropologues travaillent ici depuis le mois de juin. Sur la colline, la nature des sédiments a favorisé la bonne conservation des ossements. Ils permettront de connaître comment la population enterrait ses défunts. Savoir s'ils les mettaient directement dans la terre, avec des vêtements ou un linceul, ou alors s'il y avait des contenants rigides, du bois, ou ça peut être aussi des troncs d'arbres évidés, des choses comme ça. Utilisé entre le 4e et le 7e siècle, le cimetière était situé à proximité des églises de Saint-Just et Saint-Irénée. Les deux églises qui sont proches abritent le corps des premiers évêques de Lyon qui, eux, ont été canonisés. Donc, en fait, en se faisant enterrer ici, on se fait enterrer au plus près de ces saints et donc avec une protection supérieure à celle d'une église traditionnelle. Les fouilles se poursuivent jusqu'à fin décembre. Les plus belles pièces pourraient rejoindre le musée gallo-romain de Fourvière. Quel est le lien entre la peinture flamande et hollandaise du XVIIe siècle et la bande dessinée ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser au président d'une des plus importantes maisons d'édition du pays, les éditions Glénat, dont le siège est situé dans le cadre exceptionnel du couvent Sainte-Cécile à Grenoble. Et c'est justement dans ce lieu qui abrite aussi la Fondation Glénat et son fonds de dotation, qui est présenté à partir de demain, une exposition originale dont va justement nous parler Jacques Glénat. Bonjour Jacques Glénat. Alors, étant donné les terribles événements que le pays vient de vivre, je ne pouvais pas ne pas vous demander votre sentiment justement sur ce qui se passe dans ce pays, d'autant que vous étiez très proche de plusieurs des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier dernier. C'est vrai que la liberté d'expression, la culture auquel on s'attaque, c'est votre vie finalement. Oui, bien sûr, nous sommes tous très touchés par ce drame, surtout que, comme vous venez de le dire, on a perdu nos amis Wolinski, Cabu et beaucoup d'autres en janvier à Charlie, et c'était une sorte de
répétition là, qui a été très difficile pour les éditions Glénat, d'autant qu'on avait quelques collaborateurs, heureusement sauf, qui étaient présents au Bataclan. Mais la vie continue, on a décidé de maintenir cette exposition ici au couvent Sainte-Cécile à Grenoble. Et voilà, nous espérons néanmoins que nous aurons beaucoup de visiteurs pour venir contempler ces tableaux flamands et hollandais du XVIIe siècle. Alors quel est le lien avec la bande dessinée? Simplement que les tableaux, comme les bandes dessinées, racontent des histoires. Dans ces tableaux flamands, c'est nature morte, comme on dit bêtement en français, puisqu'en anglais c'est still life. Dans ces tableaux, on raconte les histoires du XVIIe où se mêlaient les premières grandes expéditions commerciales des Hollandais dans le monde pour amener de la porcelaine et des épices, et puis aussi la religion toujours présente avec le pain, avec le vin, avec ce couteau qui vous rappelle que vous allez mourir sur tous les tableaux, avec tous ces symboles comme l'huître qui est un symbole charnel, voire sexuel, ce citron dont la peau est artistiquement déroulée pour montrer que la vie continue. Et tous ces tableaux racontent donc ces histoires comme la bande dessinée. Et donc nous avons demandé à une quarantaine d'auteurs de bande dessinée, je considère la bande dessinée c'est de l'art contemporain, de nous raconter aussi cette histoire de l'hospitalité, de qu'est-ce qu'on montre sur ces tableaux pour montrer qu'on est riche et généreux et qu'on reçoit les amis et qu'on les accueille. Oui, alors Jacques Lénat, cette exposition, pardon de vous interrompre, dans laquelle nous sommes ici. Voilà, pardon de vous interrompre, c'est vrai qu'il y a un petit décalage de son entre nous, donc ça ne va pas être simple, mais on va se débrouiller quand même. J'aimerais rappeler quand même que cette exposition sont à la fois des peintres flamands, hollandais, je crois qu'il y a un petit peu de peintres espagnols et de peintres allemands aussi, qui sont présents au travers de ces toiles. D'où viennent ces toiles déjà ? Ces tableaux nous ont été prêtés par les grands musées européens. C'est assez compliqué d'emprunter des tableaux, nous sommes très fiers d'en avoir réuni autant. Et puis certains appartiennent à la Fondation Glénat et d'autres à des collectionneurs qui ont bien voulu gentiment nous les prêter également. Oui. Alors ces natures mortes, on l'a un petit peu compris au travers de ce que vous disiez, elles avaient un sens à l'époque, un usage aussi, une vraie utilité ? Oui, tout à fait. Lorsqu'on voulait montrer qu'on était à la fois riche et généreux, les bourgeois commandaient ces peintures à des peintres qui étaient des professionnels pour exécuter ces peintures et les mettaient dans leur maison pour montrer à leurs visiteurs combien chez eux on pouvait les nourrir généreusement. Oui. Alors il y a une débauche de nourriture dans les tableaux flamands puisque c'est plutôt d'une religion catholique, alors que sur les tableaux hollandais en général il y a beaucoup moins de choses, parfois seulement un citron et un hareng, mais en tout cas la signification est la même, elle est l'offrande et l'hospitalité. Alors justement, est-ce que c'était propre à la culture de ces pays ou est-ce que c'était propre à une époque aussi ? C'est une époque qui est un tournant dans l'histoire, puisque d'abord ce sont les débuts de cette peinture qui a quitté le religieux pour montrer la vie. Ensuite, c'était le début du commerce international, des bateaux qui faisaient le tour du monde. C'était le début surtout des interrogations religieuses, et c'est pour ça que chaque tableau a toujours aussi une signification religieuse. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez demandé à une trentaine, une quarantaine de grands auteurs de bande dessinée d'imaginer ou d'interpréter le thème de l'hospitalité, de la collation, du festin. Comment déjà vous est venue cette idée ? Nous sommes chez Glénat avant tout éditeurs de bande dessinée pour une grosse partie de notre activité et nous considérons que la bande dessinée est un art contemporain. Donc à la fois par exemple nous avons ouvert une galerie, la galerie Glénat à Paris sur le carreau du Temple pour proposer les originaux de nos auteurs à la vente pour les collectionneurs et à la fois nous essayons de valoriser toujours la bande dessinée en montrant quel lien elle a avec la peinture, l'illustration et dans ce cas la peinture flamande qui a influencé évidemment beaucoup de peintres. Vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi des peintres allemands, espagnols, etc., toujours du XVIIe siècle qui sont présentés ici. Alors c'est une invitation que vous leur avez lancée. Comment est-ce qu'ils l'ont accueillie et finalement, ça donne quoi dans les faits ? Est-ce qu'ils ont vraiment été inspirés ?
Alors, ça donne des choses très amusantes parce que certains ont fabriqué des sculptures, certains des peintures avec des techniques soit par exemple à l'ancienne pour un auteur flamand qui nous a fait carrément de la peinture à la méthode du XVIIe, soit des peintures, des styles tout à fait nouveaux à l'acrylique, en relief. Donc c'est vraiment mettre en parallèle la version classique de la peinture et sa version contemporaine réalisée par ces auteurs de bande dessinée, ce qui donne un résultat très intéressant. Alors, vous qui vivez sans cesse au milieu de l'art pictural, est-ce qu'ils ont quand même réussi à vous surprendre ? Oui, bien sûr qu'ils nous ont surpris, c'est ce qu'on voulait d'ailleurs. Lorsqu'on commande des œuvres à des auteurs, on ne connaît évidemment pas d'avance le résultat, mais une grosse majorité de ce que nous avons reçu a été tout à fait intéressant, par les mêmes reprises de codes sur les peintures, par la version contemporaine. Derrière moi, il y a une œuvre de Jacques de Loustal où nos convives au clair de lune mangent les poissons qui sont dans le bocal. C'est une invitation à manger avec eux et en même temps, c'est pas tout à fait très appétissant. Et donc, il y a plein de codes qui ont été repris par nos auteurs de bande dessinée et nous avons réuni tout cela dans un catalogue qui s'appelle Tables et festins dans la bande dessinée et la peinture flamande et hollandaise qui fait près de 200 pages, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de matière pour illustrer ce sujet. Alors je l'ai effectivement entre les mains, c'est vrai que c'est magnifique et étonnant surtout. Un dernier mot, Jacques Glénat, je disais tout à l'heure, le couvent Sainte-Cécile abrite la Fondation Glénat et un fonds de dotation. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fonds de dotation ? Alors, la Fondation et le fonds de dotation ont pour activité évidemment la culture et la mise en valeur de la bande dessinée, des collections que nous avons ici dans la Fondation, des activités culturelles qui sont des conférences, des séminaires, on fait venir beaucoup les écoles, et donc nous essayons de faire vivre ce bâtiment du XVIIe, le couvent Sainte-Cécile, en essayant sans arrêt que la culture y soit présente pour tous les visiteurs. Donc l'an dernier, nous avions fait une grande exposition aussi sur la peinture flamande. C'était à travers le fantastique dans la bande dessinée et la peinture flamande. Et puis probablement, dans les années qui viennent, il y en aura d'autres. J'en prépare notamment une autour de Venise dans la peinture et dans la bande dessinée. Merci beaucoup Jacques Lédelin, merci de nous avoir accueillis chez vous. Je rappelle donc cette exposition à voir et même à revoir